Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous propose de s'intéresser à une carte graphique un peu méconnue et déjà oubliée, alors que pourtant elle n'est pas si vieille que ça. Il s'agit de la Vega 64 de chez AMD. Ce modèle m'a été envoyé par Florian, que je remercie beaucoup, car il s'agit sans doute de la carte graphique la plus originale que l'on m'ait envoyée ces derniers temps. Alors elle n'est pas originale dans sa forme, c'est une carte de chez Gigabyte, assez banale d'il y a quelques années, mais comme il s'agit d'une Vega 64, cette carte graphique utilise un type de mémoire vidéo très particulier, la HBM, et ça je n'ai jamais eu l'occasion d'en parler sur la chaîne, ni même d'avoir une carte graphique avec de la HBM dans les mains, donc c'est une première. Cette carte en particulier a bien sûr un petit défaut, Florian m'a laissé une petite lettre, un petit message, donc c'est une Vega 64 de 2018, apparemment. Elle a comme problème de surchauffer, donc elle surchauffe puis crache du PC, ce qui se traduit par un freeze puis un écran noir et l'obligation de redémarrer le PC manuellement. La carte a été testée sur deux PC différents avec toujours les pilotes à jour, et donc je suppose que le problème se reproduit à chaque fois. Et il indique également que c'est assez random, ça peut arriver au bout de 2 heures comme plusieurs fois en l'espace de 15 minutes, et elle a été démontée pour nettoyage et changement de la pâte thermique. Et donc il s'agirait d'un problème de surchauffe, ce qui est un petit peu bizarre, mais on va en profiter pour enquêter. La particularité de cette carte graphique, c'est qu'elle n'utilise pas de mémoire vidéo traditionnelle, elle n'utilise pas de GDDR5 ou de GDDR6, elle utilise à la place de la HBM, et plus précisément de la HBM de deuxième génération. HBM, cela signifie High Bandwidth Memory, c'est-à-dire de la mémoire à haute bande passante. C'est quelque chose qu'AMD a créé et a utilisé sur quelques-uns de leurs GPU, dans l'espoir de gagner en performance en améliorant l'interface entre le GPU et la mémoire vidéo. Je crois que c'était autour de 2014-2015 et au départ c'était sur les Radeon Fury, Fury X et Fury X2. C'est des cartes graphiques qui sont assez rares, ça s'est pas beaucoup vendu, c'était très cher. Ensuite, en 2017, on a eu le lancement des Vega 64 et de la petite sœur Vega 56 qui utilisent de la HBM de deuxième génération. Et en 2019, c'est au tour de la Radeon 7 d'utiliser là encore de la HBM de deuxième génération. Et c'est à ma connaissance la dernière fois que la HBM est apparue dans une carte graphique grand public. Elle n'a pas complètement disparu, mais c'est de la mémoire que l'on peut retrouver sur des cartes plutôt serveurs et professionnelles. La raison pour laquelle AMD est revenu à utiliser de la bonne vieille GDDR, c'est que la HBM, ça coûte cher, ça a quand même certaines contraintes, et ça n'a pas apporté le gain de performance espéré. En fait, l'architecture GPU a bien plus d'impact sur les performances que juste la bande passante au niveau de la mémoire vidéo. Donc au final, il s'est vendu assez peu de cartes graphiques avec de la HBM et c'est quelque chose que l'on rencontre assez rarement. On ira voir un peu plus tard la mémoire directement sur la carte graphique, je vous montrerai physiquement comment ça se traduit et je vous expliquerai un peu plus de choses. Mais pour le moment, on va tester cette carte graphique, cette Gigabyte Vega 64, puisqu'elle a soi-disant un problème de surchauffe, donc on va voir ce qu'il en est réellement. La Vega 64 était plutôt une carte graphique haut de gamme, elle était là pour concurrencer la GTX 1080, et d'ailleurs, elle y arrive sans aucun problème. La 1080 et la Vega 64 sont extrêmement proches en termes de performance, voire même un petit avantage pour la Vega. Et la cerise sur le gâteau, c'est que la Vega 64 était également un poil moins chère, mais Nvidia étant Nvidia et avec les autres petits avantages que Nvidia et ses drivers ont à offrir, le résultat est que c'est pas une carte graphique qui s'est énormément vendue. Et elle consomme significativement plus, puisque je crois que c'était quasiment 300 watts le TDP de la Vega 64, alors qu'une 1080 reste en dessous des 200 watts. C'est pour ça que une 1080, sur par exemple une version turbo assez basique, est alimentée avec un seul connecteur PCI Express. Maintenant, on va voir si celle que j'ai ici fonctionne. A priori oui, puisque c'est un problème de surchauffe, mais ça n'empêche pas la carte de démarrer. Allez, fonctionne. Pourquoi j'ai branché ça comme ça? Allez, fonctionne. Hey! Visiblement, la carte fonctionne. Je devais aussi déjà avoir des pilotes AMD à traîner sur ce système. Est-ce qu'elle est détectée correctement?
On a bien notre RX Vega, architecture Vega 10, 14 nanomètres de 2017. On a la HBM2, les 8 gigaoctets sont bien détectés. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ce que je vais faire, c'est installer la dernière version des pilotes et ensuite on va tester un peu la carte. Et ce serait bien aussi de garder un œil sur les températures puisque, soi-disant, cette carte graphique surchauffe. Me revoilà et il s'est écoulé plus de 1 mois depuis la première partie de la vidéo que vous venez de voir car j'ai pris le temps de faire tourner différents jeux, différents benchmarks, de vraiment bien tester cette carte graphique. Et malheureusement, encore une fois, la carte fonctionne parfaitement. Je viens encore à l'instant de faire tourner Superposition en 4K juste pour tester une dernière fois. Et ça fonctionne parfaitement, j'ai pas eu le moindre bug, j'ai pas eu le moindre plantage, je n'ai rien trouvé de défectueux avec cette carte graphique, même les températures sont ok. Donc malheureusement on est dans le même scénario que ce qu'on a vu précédemment avec la RTX 3080 notamment, où on a une carte graphique soi-disant défectueuse, mais une fois qu'elle est arrivée là, elle fonctionne parfaitement. Et je ne sais pas quoi dire. En revanche, je sais quoi faire car il est temps maintenant de démonter cette carte graphique et d'aller voir un peu plus près la fameuse HBM dont je vous ai parlé précédemment. Alors... Wow, ok. Voilà la Vega 64 une fois déshabillée et on voit tout de suite sa particularité, c'est qu'il n'y a pas de puce de mémoire vidéo autour du GPU, ni à l'avant, ni à l'arrière, contrairement à quasiment toutes les autres cartes graphiques qui sont équipées de puces de GDDR que l'on retrouve souvent tout autour du GPU. Puisque la mémoire sur cette carte graphique, elle est juste ici. Les deux rectangles que l'on a vraiment collés au GPU, ce sont les 2 fois 4 gigaoctets de HBM. Contrairement à une carte graphique classique, la mémoire fait ici directement partie du package GPU. On ne peut pas la séparer, on ne peut pas non plus la remplacer s'il y a une défaillance. Cette disposition présente 2 gros avantages. Le premier, c'est la distance extrêmement réduite entre la mémoire et le GPU. Plus la mémoire est proche, moins les données vont mettre de temps à parcourir la distance et on est également moins sensible aux perturbations électromagnétiques. D'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, mais depuis quelques générations, notamment sur les cartes Nvidia, la mémoire est de plus en plus proche du GPU. À une époque, on pouvait trouver la mémoire un peu éloignée. Eh bien, avec la HBM, on prend ça à l'extrême puisque la mémoire fait carrément partie du package GPU. Et le deuxième avantage, et celui pour lequel la HBM a réellement été inventée, c'est la largeur du bus mémoire. Les cartes graphiques classiques ont généralement un bus mémoire compris entre 128 et 512 bits. Ce bus mémoire, c'est le nombre d'interconnexions entre la mémoire vidéo et le GPU. Vous pouvez voir ça comme le nombre de voies sur une autoroute, et bien sûr, plus vous allez avoir de voies, plus vous allez pouvoir avoir un trafic simultané important et donc plus la bande passante entre la mémoire vidéo et le GPU va être importante. Là où la HBM se démarque, et c'est le cas sur cette Vega 64, c'est qu'on a un bus de 2048 bits. C'est comme si on avait beaucoup plus de voies sur notre autoroute et ça permet de faire circuler beaucoup plus d'informations. Et la HBM reste imbattable. Cette Vega 64 avec ses 4096 bits de largeur de bus est largement au-dessus d'une RTX 4090 par exemple. D'ailleurs, pour information, et ça a fait un petit peu de bruit ces derniers temps, la RTX 4060 Ti a un bus vidéo de seulement 128 bits. Sauf que la largeur ne fait pas tout. La deuxième donnée importante, c'est la vitesse. Vous pouvez certes avoir un bus vidéo beaucoup plus réduit, mais si vous êtes en mesure de faire transiter les données beaucoup plus vite, eh bien au final vous pouvez obtenir la même bande passante. Et c'est justement le cas entre la HBM et la GDDR. Certes, la HBM permet d'avoir un bus mémoire très important, mais les fréquences à cause de l'architecture de cette mémoire sont fortement réduite par rapport à ce que l'on arrive à obtenir avec de la GDDR. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des cartes graphiques en GDDR6 ou GDDR6X avec des bus mémoire qui sont beaucoup plus faibles que cette Vega 64 et qui pourtant arrivent à obtenir des bandes passantes similaires, voire supérieures. Parce que la mémoire est juste beaucoup plus rapide.
Maintenant, si cette technologie n'existe plus aujourd'hui, en tout cas s'il n'y a plus de carte graphique grand public à utiliser la HBM, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est celle que je viens tout juste d'évoquer, c'est que la GDDR a continué d'évoluer, on a réussi à grimper en fréquence et au final, on arrive à obtenir des bandes passantes similaires, voire supérieures, sans s'embêter avec tout ce montage. Le deuxième problème, c'est le coût. Ça coûte assez cher de fabriquer de la HBM et en plus, il faut un GPU, la mémoire, mais il y a également un troisième élément que l'on ne voit pas puisqu'il se trouve en dessous de tout ça, c'est ce que l'on appelle un interposeur. C'est une puce en silicium qui ne contient pas de transistor, mais qui contient toutes les interconnexions qui permettent de relier la mémoire au GPU et le GPU au reste du substrat. Le problème, c'est que cette conception amène, comme je viens de le dire, un surcoût assez important. Et le troisième défaut, c'est la difficulté à étendre la mémoire vidéo. Par exemple, ici, on a 2 fois 4 gigaoctets. Si on voulait passer à 16 Go, il faudrait rajouter 2 fois 4, mais de l'autre côté du GPU, ce qui veut dire un interposeur beaucoup plus grand, et ça rajoute une complexité énorme. Tandis que sur une carte graphique classique, on a plusieurs solutions. La première, c'est de tout simplement souder des puces de mémoire avec une capacité plus importante, si c'est disponible. La deuxième, c'est de rajouter des puces de mémoire sur des emplacements du bus mémoire qui n'auraient pas encore été peuplés. Et la troisième solution, c'est de doubler le nombre de puces en les mettant en miroir. Vous pouvez voir ça souvent sur des cartes graphiques qui ont de la mémoire des deux côtés. En fait, les puces sont en face à face et chaque bit du bus mémoire vidéo est en fait relié à 2 puces mémoire. Et après, simplement par l'adressage, on arrive comme ça à doubler la capacité de la mémoire. C'est ce qui fait par exemple la différence entre une 3080 Ti et une 3090. La 3090 a exactement la même disposition mémoire, sauf qu'elle est doublée. Vous en avez sur la face avant et sur la face arrière. Donc cette High Bandwidth Memory est une mémoire très intéressante, une mémoire innovante, mais qui malheureusement présente trop de défauts et qui jusqu'à présent n'a pas réussi à apporter suffisamment pour justifier son existence. C'est pour ça qu'on l'a retrouvée uniquement sur quelques GPU et qu'aujourd'hui, il n'y a plus de cartes neuves grand public à exploiter cette techno. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais pouvoir réassembler cette carte graphique qui fonctionne. Encore une fois, c'est récurrent maintenant sur la chaîne. En attendant, on a quand même pu découvrir la HBM, j'en avais jamais vraiment parlé avant, donc j'espère qu'au moins vous aurez appris quelques petits trucs. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.